Donc, juste en un mot, peut-être, on va se présenter, et puis après, on va vous présenter les diplômes. Cécile. Oui, donc moi, je suis Cécile Castin, je suis maître de conférence en droit public, rattachée à l'Institut Léon Duby. Et donc, je m'occupe avec Laurent du master. Donc, moi, je suis Laurent Bloch, je suis professeur de droit, je suis rattaché à la fois à la fac de droit et à la fac de médecine, et je m'occupe du master santé avec Cécile Castin. Cécile, tu présentes le M1 ? Okay. Alors, le M1, c'est une année avec un fort volume de formation, comme celui que vous connaissez en L1, dans lequel on commence à aborder. Donc, le M1, voilà, quelques matières de droit à la santé, et puis le reste des matières qui relèvent du tronc commun, donc droit des assurances, je vous ai dit, et protection sociale. La particularité du M1 en droit de la santé, c'est qu'il existe une UE Pro juriste en droit de la santé qui est ouverte au semestre 2. Donc, ces UE Pro, il y en a dans d'autres matières. Hein. Ces UE Pro, ça remplace une matière fondamentale, une matière théorique, un cours. Je ne sais plus vous dire lequel, c'est marqué dans l'unité, dans la plaquette. Et l'UE Pro, c'est 15 jours de stage d'observation dans un de nos partenaires, donc CHU, l'Ordre des médecins, l'ARS, cabinet d'avocats spécialisés qui font du dommage corporel. Donc, un stage d'observation de 15 jours, 10h30 de cours de déontologie médicale et 5 TD, 3 faits par un ancien élève du master qui est aujourd'hui directeur d'hôpital et 2 faits par un avocat qui fait de la réparation des victimes d'accidents médicaux. Ça, c'est l'avantage, c'est ce qui donne, avec les matières que je vous ai citées, hein, les 3 matières en droit à la santé, c'est ce qui donne vraiment la coloration droit à la santé au M1. Voilà pour le M1. Oui, en fait, l'idée, c'est de se spécialiser progressivement. C'est-à-dire par rapport à votre licence, dans Master 1, vous allez commencer à avoir des cours spécifiques de droit de la santé. Puis après, en Master 2, vous n'avez que des cours en fait, de droit de la santé. Alors, le Master 2, lui, il peut se faire en alternance, sachant que vous avez cours en Master 2 une semaine par mois. La première semaine, généralement, du mois, pour que les 3 autres semaines, vous soyez en stage ou en contrat de professionnalisation dans une structure qui correspond à votre projet professionnel, sachant que le Master 2 prépare soit à des métiers de direction d'établissements de santé, privés ou publics, ou EHPAD, par exemple, ou alors les métiers de la réparation du dommage corporel, si vous voulez être avocat en droit des victimes, mais également les questions de règlement des sinistres chez les assureurs en dommages corporels, ou intégrer aussi une institution sanitaire, hein, mais publique. Hein. Je pense à un fonds d'indemnisation, je pense également à l'ARS, par exemple. Bon, bref, il y a quand même pas mal de métiers possibles, mais en Master 2, voilà, vous ne ferez que du droit de la santé. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, du point de vue de la sélection, à partir du moment où on intègre le Master 1 droit de la santé, ben, on est un candidat naturel à intégrer le Master 2. C'est-à-dire que si vous validez votre Master 1 droit de la santé, ben, vous intégrez évidemment automatiquement le Master 2, sauf à vouloir vous réorienter. Mais enfin bon, c'est pas forcément l'idée. Voilà comment ça se passe, sachant qu'en Master 2, vous avez quand même quasiment la moitié des cours qui sont assurés par des intervenants extérieurs, des professionnels. Donc, soit assureur, avocat, directeur d'établissement. Voilà, l'idée, c'est de vous professionnaliser le plus possible. Et puis, il y a un mémoire. Bon, ça, à la limite, le Master 2, on en reparlera le moment venu si vous le souhaitez. Mais c'était pour vous montrer qu'il y avait une cohérence entre le M1 et le M2 et que vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous entrez dans le Master 1, l'idée, c'est d'aller dans le Master 2. Voilà, faut pas vous vous enfermer en fait dans la mention santé. Alors, quand je dis enfermer, c'est pas péjoratif, hein, mais sachez que si demain vous demandez après un Master 1 droit de la santé, vous demandez le Master 2 droit notarial, vous l'aurez pas, quoi, très clairement. Hein. Donc, il faut que ce choix corresponde véritablement à un projet professionnel. Et peut-être pour devancer certaines de vos questions, quand on est amené à sélectionner vos dossiers, on essaie de voir justement quel est votre projet. Parce qu'on a assez peu d'éléments finalement pour vous choisir en fait, quand vous candidatez dans la mention master. Bon, l'idée, c'est de voir pourquoi vous voulez faire du droit de la santé. On aime comprendre pourquoi vous demandez cette mention.
qu'on n'ait pas le sentiment que, grosso modo, vous demandez cette mention parce que vous ne savez pas trop quoi faire et que la santé, c'est sympa. Voilà. Donc, nous, on aime bien quand même comprendre un petit peu. Pour vous donner des chiffres, parce qu'on les a eus là, assez récemment, donc en Master 1, il y a 30 places. Et en Master 2, il y a également 30 places. Ce qui est logique, je vous l'ai dit, puisque quand vous êtes en M1, si vous validez, vous avez vocation à intégrer le M2. Alors, il y a toujours un ou deux qui ne valident pas leur Master 1, ce qui libère des places éventuellement pour des étudiants qui viendraient en Master 2. Généralement, c'est plutôt des étudiants avec un profil professionnel à ce moment-là. L'année dernière, on a eu à peine plus 400 dossiers déposés en L3 pour intégrer le Master 1 droit de la santé. Alors, c'est un chiffre qui peut qui peut vous effrayer en disant là, 400 pour 30 places. Je comprends que ça puisse avoir l'air effrayant. Ça n'est pas tant que ça. Quand on regarde par rapport à d'autres masters, on est sur des chiffres qui sont finalement relativement raisonnables. Sachant qu'il y a une liste d'attente, bien évidemment. Donc, surtout, dans un premier temps, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une réponse favorable immédiatement, ne vous découragez pas en allant prendre un Master 1 je ne sais où, parce qu'on descend généralement sur la liste d'attente assez loin. C'est-à-dire que les 400 dossiers en question, ce ne sont pas que des étudiants bordelais. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement tous les étudiants de L3 de France qui peuvent candidater dans tous les masters de France. Et donc, ces étudiants-là, quand ils sont extérieurs et qui sont pris dans leur université, ils se désistent et ils vont dans leur université. Ce qui libère des places chez nous. Quand on a retenu, par exemple, un très bon dossier d'un étudiant parisien, on le prend parce que son dossier, dans l'absolu, il est très bien. S'il est très bon, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit également pris à Paris. Et quand il est pris à Paris, ça gagne une place ici. Bon, et le phénomène que je décris là, il n'est pas sur une place. C'est que vraiment, il y a un appel d'air qui est très important. Donc, parfois, on peut être assez loin sur liste d'attente et être pris quand même en Master 1. J'insiste là-dessus parce qu'on a l'expérience, pas tellement l'année dernière, mais l'année d'avant, pas mal d'étudiants qui, un peu en panique, disant « mais je ne suis pas pris à Bordeaux », qui se ruent sur un Master 1 à Pau, à Toulouse ou ailleurs, peu importe, et après qui auraient été pris à Bordeaux, s'ils avaient attendu un petit peu. Donc, il faut être un petit peu patient. C'est un phénomène que vous avez peut-être connu avec Parcoursup lorsque vous sortiez du bac. Il y a comme ça des listes d'attente, donc ça bouge. Donc, pas de panique par rapport à ce chiffre de 400, parce que finalement, ce n'est pas si immense que ça. Voilà. Et puis, en Master 2, on avait 150 demandes. 150 demandes pour 30 places. Donc, dans les 150, il y a déjà les 30 généralement du Master 1. Alors, peut-être pas 30, 28 comme je vous l'ai dit. Et puis après, les autres, ce sont des extérieurs. Et évidemment, du Master 1 au Master 2, on privilégie les étudiants bordelais. On ne va pas vous laisser planter en première année de Master. Si vous validez votre Master 1, on vous prend en Master 2. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, même si on voulait le faire, on n'a pas le droit de le faire. Mais même si on avait le droit de le faire, on ne le ferait pas pour ne pas, évidemment, vous laisser entre deux masters. Mais c'est vrai aussi dans la sélection qu'on fait en M1. C'est-à-dire qu'on a un regard plutôt bienveillant sur les dossiers des Bordelais, sachant qu'on sait très bien que toutes les facs de France font la même chose avec leurs candidats locaux. Voilà, pour être clair avec vous, à dossier équivalent, on préfère prendre un étudiant bordelais. Parce que déjà, c'est plus pratique pour vous, continuez vos études à Bordeaux. Et puis, on sait aussi ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire qu'on connaît en fait les maquettes des listes. Et ça nous permet de savoir exactement quel est votre cursus. Et puis, éventuellement aussi, quand on regarde votre dossier, on le comprend évidemment beaucoup mieux dès lors qu'on connaît les enseignements que vous avez suivis. Donc, les éléments importants pour nous, il ne faut pas vous désespérer si vous n'avez pas mention tous les ans non plus. Les éléments importants, c'est on regarde votre motivation, pourquoi ce projet. Ça, c'est vraiment quelque chose on essaie de comprendre pourquoi. Les notes de travaux dirigés sont importantes aussi, parce que ça montre finalement une implication dans les études. Si ici ou là, il y a eu un accident sur une grosse matière, ça ne va pas absolument vous empêcher d'aller en Master 1 droit de la santé. Voilà. Donc là aussi, attention parfois à ces espèces de bruit qui court en disant voilà, si on n'a pas mention tous les ans, ce n'est pas la peine. Voilà.
candidat qui a mention tous les ans, mais pour lequel on ne comprend pas pourquoi il veut faire du droit de la santé, et qui par ailleurs a candidaté dans 12 masters différents, dans lesquels il ne demande pas spécialement du droit de la santé, bon, bah, ce n'est pas forcément un profil qui va nous intéresser, quoi. Et après, il n'y a pas de parcours de L3 privilégié, puisque le droit de la santé, c'est à la fois du droit public et du droit privé. Donc, voilà, que vous veniez je ne connais pas tous les parcours, mais enfin, droit public, carrière judiciaire, même pénale. La seule difficulté, peut-être, c'est à propos de la L3 entreprise, où là, on se dit, tiens, bon, il n'y a pas beaucoup de cohérence entre une L3 entreprise et le droit à la santé, mais ce n'est pas rédhibitoire non plus. Ce n'est pas rédhibitoire, vous pouvez l'expliquer en disant, ben ouais, voilà, j'ai envie d'avoir un poste de direction d'établissement de santé dans le secteur privé, donc j'ai besoin d'un petit parcours entreprise. Bon, et là, vous le raccrochez à ça. Mais voilà, on n'est pas fermé. Il n'y a aucune licence qui exclut un dossier de Master 1 droit de la santé. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voulait vous dire. On a de notre côté prêt à aborder les points. Est-ce que de votre côté, il y a des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir évidemment votre micro. Je pense que la question que vous posez, vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à vous la poser également, donc il ne faut pas hésiter. Alors, qui se lance en premier? Alors, j'ai vu arriver quelque chose. Sur quels critères basez-vous la sélection? J'avais l'impression qu'on l'avait un petit peu dit, mais voilà, c'est votre motivation, comprendre pourquoi vous demandez un Master 1 droit de la santé. Votre mention de licence, on vient de le dire, elle est indifférente. Après, on regarde votre implication et votre sérieux finalement dans vos études. Donc, je vous dis, les notes de TD sont généralement un bon révélateur. On regarde, alors après, des stages, des expériences, évidemment, c'est bienvenu. Après, on est lucide par rapport à ça. Vous n'êtes qu'en L3, mais vous ne pouvez pas avoir 50 stages dans des établissements de santé, etc. Et puis après, il y a la problématique aussi des petits jobs dont vous avez besoin parfois pour financer vos études. Ils avaient déjà... dit, mais moi, je pense que... Et ouais, il y a un micro qui est ouvert. Ouais, voilà. Des petits jobs dont vous avez besoin et qui n'ont pas forcément de lien avec la santé. Donc, je veux dire, sur les histoires de stage, bon, voilà, ce n'est pas non plus quelque chose qui, pour nous, est absolument impératif quand on choisit les dossiers. Après, les mentions, voilà, s'il y a des mentions, je ne vais pas vous dire le contraire en disant, bah non, il ne faut surtout pas de mentions, hein, mais ce n'est pas absolument impératif pour candidater en Master 1. Voilà. Alors, je prends les questions qui sont sur le chat et puis après, je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Est-ce qu'on peut faire le Master 1 en alternance? Non, ça, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, le Master 1 droit de la santé, vous avez un volume de cours ou une maquette qui ressemble en fait à ce que vous avez en L3. Donc, vous n'avez pas la possibilité de dégager suffisamment de temps pour faire une alternance. L'alternance, ce sera éventuellement Master 2. Et l'alternance en Master 2 se fait uniquement par contrat pro, pas par apprentissage, et sur 6 mois, pas sur l'année. Oui, parce que généralement, il faut que vous sachiez que le contrat de professionnalisation dépend du volume d'heures. Enfin, la durée du contrat de pro dépend du volume d'heures de cours. Et comme le volume d'heures de cours en Master 2 n'est pas énorme, ça ne permet pas de financer un contrat de professionnalisation sur un an. Donc, vous n'avez que 6 mois de contrat pro à raison de 3 semaines par mois. L3 AES, j'ai vu que seuls des L3 droit avaient été acceptés. Nous, on n'écarte pas par principe. Non, hein. Voilà, cette année en M2, je sais qu'il y a au moins une étudiante qui vient d'AES. On n'a pas des tas de demandes d'étudiants de licence AES. Et non, c'est pareil, c'est le même critère, la motivation et parcours universitaire. Ouais, c'est pas... on a effectivement peu de demandes, hein, mais cette année, je vous affirme avec certitude qu'en M2, il y a au moins une étudiante qui vient d'AES. Est-ce que le master est adapté si on souhaite faire des missions humanitaires de santé à l'international? Alors, sur le volet, évidemment, santé, institution de santé, oui. Après, sur le volet international, il faut que vous sachiez que donc, il y a
l'aspect source internationale, des choses comme ça. Oui, il y a du droit international et du droit européen de la santé en M2. Et au niveau langue, vous avez, alors nous, on a focalisé sur une langue, l'anglais. Vous n'avez pas le choix. En Master 2, j'entends. En Master 2, vous ne faites que de l'anglais, mais c'est de l'anglais spécialisé. Vous n'avez pas un cours d'anglais général, vous avez de l'anglais du droit de la santé. Donc ça peut être pas mal. Alors attendez, je vais juste donner la parole à Clara qui a levé la main et après je reprends le chat. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis à l'université de Birmingham. J'ai fait ma première année et ma deuxième année à Bordeaux. Et je voulais savoir si partir en Erasmus porte préjudice pour ce master. Non. Non, évidemment que non. Pas du tout, heureusement. Après, je ne vous cache pas que si on voit, vous nous dites là, par exemple, vous avez fait première et deuxième année à Bordeaux, si on voit, je ne sais pas, vous avez eu votre première année, vous avez redoublé la première année, la seconde, vous l'avez eu avec 10,1, et puis qu'on voit que la L3 faite à l'étranger, c'est avec 18 de moyenne générale, on prend en considération, bien évidemment, le fait que ce 18 de moyenne générale, peut-être est justifié par le système de cours et de notation là-bas, mais ce n'est pas rédhibitoire du tout, au contraire. D'accord, ok, merci. Voilà, c'est qu'on a l'expérience passée, si vous voulez, de fluctuations de notes très importantes entre l'année où l'étudiant est en Erasmus et là où il est à Bordeaux. Donc ça, on y est attentif, quoi. Voilà. Mais le fait d'avoir fait Erasmus, c'est évidemment pas un handicap. Hein. D'accord, merci. C'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non. Donc, je reprends le chat. Vous vous basez sur toutes les années de licence pour l'implication en TD? Bah oui. Alors, voilà, entre guillemets, vous avez un cursus qui est simplement de 3 ans. Donc, on a déjà très peu d'éléments pour apprécier au cursus. Donc, on regarde ça. Après, on regarde éventuellement s'il y a une progression aussi. C'est des choses... La première année, quand on est à la fac, c'est parfois un petit peu compliqué, il faut s'habituer. Si on voit qu'en revanche, d'année en année, les choses s'améliorent, c'est mieux que le contraire, quoi. Si on se rend compte qu'on est parti à 12 en L1 et puis que là, on est Rasmot à 10 en L3, on n'est pas forcément sur une bonne dynamique. Voilà. Mais s'il y a eu un accident sur une note de TD, là encore, c'est pas dramatique. Non, alors, sur la question sur les entretiens, non, on ne fait pas d'entretien, sauf vraiment cas tout à fait particulier. Mais vous voyez, on a 400 dossiers. Si on devait faire des entretiens, pourquoi on ferait des entretiens pour certains et pas d'autres? Donc, le choix qui est fait, c'est de ne pas faire d'entretien. Voilà. Alors, sur la maquette qui est disponible sur le site de la fac, effectivement, il y a sans doute marqué dossier et ou entretien, parce qu'on n'exclut pas de le faire. Mais jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il est possible de travailler dans le domaine du droit du sport après un master droit de la santé? Oui, j'imagine que oui. Moi, c'est vrai que je n'ai pas en tête comme ça d'exemples d'étudiants qui soient partis dans cette branche-là. Après, si vous voulez vraiment faire du droit du sport, sachez quand même qu'il y a des formations hyper spécialisées sur le droit du sport. De mémoire, je crois que c'est à Limoges, où ils sont hyper spécialisés là-dessus. Donc, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est quand même une tête d'épingle. Moi, j'aurais tendance à vous dire, allez carrément à Limoges parce que c'est là où on fait le droit du sport. Voilà. Voilà. Peut-être faire ça, éventuellement après santé, pourquoi pas, pour enrichir un peu votre cursus. Alors, sur des mains levées, j'en vois 2. Donc, Célia Fournier. Oui, bonjour. Pour rebondir sur votre remarque sur la progression au fil des années de licence, est-ce que vous teniez compte du fait du contexte actuel et que nous, on est, normalement, la promotion Covid, entre guillemets, on a eu, en tout cas pour ma part, des meilleurs résultats du fait des examens à distance et que donc, au lieu de progresser, en tout cas pour ma part, c'est l'inverse. Oui, il y a eu effectivement un petit saut de moyenne, on va dire, sur une période, sur la période Covid. Ça c'est des choses qu'on connaît, mais à la limite, tout le monde est à égalité sur cette question-là, c'est-à-dire que vous allez avoir les épreuves en distanciel, on sait que les résultats ont été meilleurs que les épreuves en présentiel, et vous êtes toutes et tous logés à la même enseigne par rapport à ça, sauf par rapport à des candidats extérieurs, où on ne sait pas trop finalement comment sont passés les examens. Mais du moins pour les Bordelais, là-dessus, je veux dire, tout le monde est dans la même situation. Donc, ce n'est pas
à mon sens, ce n'est pas un problème. Donc, le critère de la progression ne sera pas forcément pris en compte, du moins cette année. C'est-à-dire que logiquement, il y a des meilleures notes en L2 qu'en L3 pour tout le monde, quoi. Je veux dire, tout le monde devrait être à peu près sur cette dynamique, quoi. Cette rupture un petit peu dans la chaîne. Donc, je répète, tous les dossiers sont équivalents là-dessus. Ce n'est pas comme s'il y en avait quelques-uns qui avaient passé leurs épreuves en distanciel et d'autres en présentiel. Là, ça pourrait être un peu problématique. Mais l'année dernière, tout le monde a passé ses examens dans les mêmes conditions. Donc, en fait, vous êtes logé à la même enseigne. Donc, on ne va pas rejeter votre dossier parce que les notes de L3 sont moins bonnes que les notes de L2, parce qu'on sait qu'en L2, voilà, c'était un peu particulier l'année dernière. Vous savez, quand il vous parle de critères, c'est des éléments qu'on prend en considération en fonction, voilà, des dossiers. Quand on a un dossier qui arrive avec, je dis n'importe quoi, mais avec mention très bien en L1, L2, L3, un projet professionnel en lien avec la formation, on ne va pas aller regarder les notes de TD, la progression, elle ne vaut pas, hein, on prend. Donc, quand on se met à regarder dans le détail à ce point-là, les notes de TD, la progression ou la non-progression, c'est parce que c'est un dossier qui nous arrive à, je ne sais pas moi, 10, 11 de moyenne générale, où là, on va regarder. Mais voilà, c'est des éléments qu'on prend en considération, une fois de plus, rien de rédhibitoire, ce sont des éléments qui nous aident. D'accord, merci. Emma, vous vouliez poser une question ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si ce master était propice à travailler dans tout ce qui est protection sociale et sécurité sociale. Alors, on a aujourd'hui en Master 2, depuis 2 ou 3 ans, 2 étudiantes, ça se trouve que c'est 2 étudiantes à chaque fois, mais c'est le hasard, qui bossent à la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, où elles s'occupent du recours contre les tiers. Et l'année dernière, on leur a proposé à l'issue de leur stage un CDI, hein, tout simplement. Alors après, elles n'ont pas souhaité rester parce qu'elles voulaient faire un parcours un petit peu différent. Je crois qu'elles préparent l'école d'avocat. Mais oui, donc vous voyez que si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, ce n'est pas compliqué, hein. Il faut nous dire que le stage à la CPM m'intéresse et je sais maintenant il fonctionnait. L'idée, c'est qu'ils se servent du stage en fait pour comme une sorte de période d'essai. Et si ça se passe bien, ils vous proposent même pas un CDD, hein, ils vous proposent en sortie un CDI. Voilà. L'année dernière, on a eu 2 CDI à la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc oui, tout à fait, pas de problème là-dessus. D'accord, je vous remercie. Donc Emma, ouais, voilà, ok. Je reprends le chat. Les dates d'inscription en Master 1, et quelle est la procédure ? Alors, je pense que l'ouverture de la campagne, il me semble avoir retenu que pour le master pour la santé, parce que ça va être fait de manière différente pour les masters. C'est le 11 mars. Donc, à partir du 11 mars, vous pouvez déposer les dossiers. Je ne peux pas vous dire de bêtises. Le 11 mars, je suis quasiment sûre. Il me semble que c'est sur 15 jours. Et puis après, il y a une période pendant laquelle c'est la scolarité qui va étudier la recevabilité des dossiers. Est-ce qu'il y a toutes les pièces qu'il faut ? Est-ce que vous êtes bien inscrit en L3 ? Enfin, voilà. La scolarité fait ça, et ça, c'est un énorme travail qui leur prend beaucoup de temps. Et je pense que nous, les dossiers, on va les avoir en fin avril, début mai. Et donc, et je crois qu'on a oui, de toute façon, on a 2 mois pour vous répondre, hein, mais on va faire la sélection, nous, en mai. Et donc, vous allez commencer à avoir les réponses mi-juin, je crois. Et sur la procédure est entièrement dématérialisée, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est la plateforme, elle s'appelle Apoflux, et vous déposez vos pièces en ligne, et après les pièces sont étudiées. Je vous ai dit les dernières 408 dossiers déposés précisément, et il y en a eu 375 que l'on a étudiés parce qu'il y en avait 33 pour lesquels il y avait un problème de recevabilité du dossier. Donc faites bien attention à ça. Ok. Possibilité d'effectuer une année de césure entre le M1 et le M2. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas possible, hein, mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous à gérer parce que vous voyez que les capacités d'accueil sont très limitées. Vous avez votre Master 1, il y a une promo de 30, vous partez, vous revenez en Master 2. Si par le plus grand des hasards, il se trouve que tout le M1 a validé, ces 30-là, ils ont vocation à intégrer le Master 2. Et le risque, c'est que si vous arrivez sur une année comme ça,
vous êtes là, donc là, la 31e, ben, ça va être compliqué pour vous intégrer en Master 2. Voilà. Quelque part, vous perdez votre priorité en faisant une année de césure. Bon, après, c'est un peu un concours de circonstances, hein, parce que généralement, on a toujours une place ou deux en Master 2, avec des étudiants qui ont échoué, qui ont abandonné, qui se sont réorientés. Mais voilà, c'est prendre quand même un petit risque. Alexandra, vous avez levé la main. Oui, je voulais savoir concernant les dates de candidature sur le site internet de la faculté de droit, c'est écrit que c'est du 7 mars au 17 mars. Donc, du coup, je voulais savoir si c'était finalement le 11 ou bien le 7. Mais je vous ai dit, pour une question pour simplifier le travail de la scolarité, surtout pour éviter qu'il y ait des bugs, parce que l'année dernière, comme tous les étudiants ont candidat de L3 candidaté au même moment sur tous les M1, au niveau informatique, ça a bugué. Donc, cette année, ils ont décidé d'ouvrir de manière échelonnée. Donc, vous voyez la date du 7 mars, mais peut-être que le 7 mars, vous allez pouvoir candidater pour le M1 droit privé, pour le M1 carrière territoriale. Voilà. Le 9 mars, ça sera ouvert pour d'autres masters. Et en droit à la santé, c'est 11 mars. 3 wagons, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, sur le nombre de places, comme je l'ai indiqué, c'est 30 en M1 et 30 en M2. Voilà. Dans l'hypothèse d'un projet professionnel avocat en droit de la santé, il n'est pas recommandé de faire un master en justice, procédure. Nous, maintenant, on a un peu de recul par rapport à ça. On a quand même beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui, après le master 1 de la santé, vont à l'IEJ, voire préparent le CRFPA pendant leur année de master 2, avec de bonnes chances de réussite. Donc, ça ne vous handicape absolument pas d'avoir fait un master 1 droit de la santé pour ensuite faire l'école d'avocat. Sachant quand même que l'examen d'avocat, les cours en question, c'est pas forcément, les matières qu'on vous demande, c'est essentiellement des matières, je dirais, de base que vous avez pu acquérir déjà dans le cycle licence. Donc, ce n'est pas, à mon avis, un handicap de faire le Master 1 santé et après préparer l'école d'avocat. Faut-il des lettres de recommandation pour accéder au master? Non, c'est pas que vous pouvez en avoir évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est impératif. Voilà. On n'exige absolument pas des lettres de recommandation. Ah oui, alors ça, bonne question. Oui, effectivement, cette année, donc la question, c'est j'ai cru voir sur le site de la fac que les vœux n'étaient plus hiérarchisés, et effectivement. Donc, il y a eu, vous savez, la sélection en M1, c'est assez récent. Donc, la première année, les vœux n'étaient pas hiérarchisés. L'année dernière, les vœux étaient hiérarchisés. Et cette année, pour des questions de temps, à nouveau, entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où on vous donne la réponse, les vœux ne sont plus hiérarchisés. En tout cas, nous, quand on reçoit les dossiers, oui, on sait que vous avez fait plusieurs vœux, mais on ne connaît pas la hiérarchie. Après, libre à vous de le mettre dans une lettre de motivation ou pas. Oui, mais faites attention à ne pas raconter des histoires, parce que si vous nous dites à nous, vous êtes mon premier vœu, on voit quand même le second vœu que vous avez, et on peut voir même la lettre de motivation que vous avez envoyée au second master. Donc, si vous dites aux deux masters, vous êtes mon premier vœu, oui, voilà. Nous, on a accès à la totalité de votre dossier, donc c'est pour ça qu'on peut savoir tout ce que vous faites. À Bordeaux, bien évidemment. Voilà, à Bordeaux. On sait aussi que vous candidatez à l'extérieur. Voilà. On ne peut pas le vérifier, mais on vous demande de nous dire. Est-ce que c'est un master plus public ou plus privé? C'est ça qui est super avec le master droit de la santé, c'est que c'est l'un et l'autre, ou c'est ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est-à-dire que le droit de la santé, c'est une matière dans laquelle il y a du droit public et il y a du droit privé. Mais c'est pour ça qu'on a des étudiants qui sont publicistes, et on a des étudiants qui sont privatistes, et qu'on prend vraiment les deux profils. Donc, vous ne ferez pas plus de droit public que de droit privé, vous ne ferez que du droit de la santé. Sauf en Master 1. En Master 1, vous avez encore une structure. Il y a quelques matières, c'est si vous l'avez dit tout à l'heure, spécifiques à santé. Mais après, quand vous êtes en M2, voilà, ce n'est pas public-privé. Par exemple, très concrètement, on utilise autant les décisions du Conseil d'État que les décisions de la Cour de cassation. C'est quelque chose qui est tout à fait normal pour nous. Jusqu'à quand doit-on attendre pour savoir si on est pris en master ou non?
Jusqu'à tard, en fait, parce que alors ceux qui sont pris, ceux pour qui c'est oui, ça va assez vite, vous allez le savoir mi-juin. Et pour la liste d'attente, comme Laurent vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut attendre que les gens se désistent et puis que vous remontiez. Et malheureusement, même si on demande aux étudiants qui sont pris, à qui on dit oui, de confirmer assez vite, ils ne viennent pas, en fait, ça peut aller jusqu'à fin août. Ouais, ça, il faut que vous pensiez, je dirais, à vos camarades qui attendent, quand vous êtes pris, confirmez ou renoncez au master, parce qu'en fait, vous bloquez une place pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut, quand vous êtes pris, dire oui ou dire non. Il y en a même qui, cette année, sont arrivés, je crois, en septembre. Une semaine avant. Ouais. Il y a le type des cours relatifs à la réparation du dommage corporel. En Master 1, vous avez un excellent cours de 35 heures qui s'appelle « Introduction à la réparation du dommage corporel ». Et puis après, évidemment, ça continue en Master 2. Donc la première fois que vous ferez de la réparation du dommage corporel, c'est en Master 1, pendant 35 heures au second semestre. Hop. Quand je disais excellent cours, c'était pour plaisanter, c'est parce que c'est moi qui le fais. Vous verrez si le cours est bien. Vous verrez si le cours est bien. Ouais, j'attendais que tu le dises, mais tu n'as pas voulu le dire, donc j'étais obligé de le faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, vous pouvez toujours nous envoyer des mails, éventuellement, sur des points précis qu'on n'aurait pas abordés. Ce n'est pas un souci. L'idée, c'était de vous donner les éléments principaux pour vous aider à vous orienter et à candidater là où vous avez envie de candidater et le faire en connaissance de cause. C'est un petit peu l'idée. Je vois plus rien sur le chat. Je ne vois pas de main se lever. Si, donc Célia. Oui, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des matières, des notes d'examen que vous regardez plus que d'autres? Honnêtement, on regarde les matières fondamentales. Les petites options, sachant que nous, les options X ou Y, elles n'ont pas d'impact en fait, sur le Master 1. Il n'y a pas une option qui est vraiment déterminante pour le Master 1, parce que, comme on vous l'a dit, on a des profils en fait, qui sont très généralistes. Par contre, on regarde effectivement les matières fondamentales, les gros cours, les cours de 35 heures, les cours ATD. Bon, c'est ça qu'on va regarder en priorité quand on étudie votre dossier. Voilà. D'accord, merci. D'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Bon, mais écoutez, merci pour cet échange. Dites à vos camarades qu'éventuellement, s'ils ne pouvaient pas être là, c'est enregistré, donc ils pourront revoir tout ce que l'on a évoqué ensemble. Laissez le temps quand même à la scolarité de mettre sur le site. Je ne vous garantis pas que ça va être déposé demain sur le site de l'université, mais ça va l'être à un moment ou à un autre. Et puis, voilà, faites vos choix en connaissance de cause. Et puis, on sera ravis d'en accueillir quelques-uns en Master 1 Santé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Passez une bonne journée, merci. Merci, au revoir.